Merci encore une fois, chers téléspectateurs. C'est vraiment un grand plaisir, toujours le même plaisir de vous retrouver sur SOS Docteur TV dans votre émission La Chaise Rouge. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir un lycéen, pas un collégien, un lycéen en classe de terminale. Monsieur Pindra Abdou Jabbar, un élève très intelligent. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et il a fait la demande. C'est avec un grand plaisir donc de le recevoir pour nous prêter donc à cet exercice, l'écouter et d'apporter des éléments de réponse à ses préoccupations. Bienvenue Abdou Jabbar dans cette émission La Chaise Rouge du Docteur. Bonjour à tous, moi c'est Abdul Jabbar Pindra, élève en terminale C au Collège Notre-Dame des Apôtres, aussi CEO de JC Literary Lab, un label togolais chargé d'accompagner les jeunes auteurs à faire connaître leurs plumes. Je remercie le professeur Dr Serge Michel Kodom de m'avoir reçu sur ce plateau. Soyez les bienvenus dans cette émission. Abdou Jabbar, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup docteur de vous prêter à cet exercice qui est de répondre à mes questions. Sans plus tarder, je vais passer à la première. Donc, niveau santé, j'aimerais vous demander si vous pouvez changer quelque chose dans le système de santé africain dès demain matin, par quoi commencerez-vous? Bonne question. Je ne m'attendais pas du tout. Alors, pour résumer, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'allais donc changer du jour au lendemain dans le système de santé? C'est vrai que c'est un peu difficile. Le système de santé est très transversal et très complexe. Et donc, pour moi, un élément juste ne peut pas en tant que tel changer, mais il faut prioriser les interventions. Peut-être je mettrai en première position l'équipement. Lorsqu'on voit un peu le système de santé en Afrique, lorsqu'on prend la formation, les médecins qui sont formés dans les facultés de médecine ou dans les facultés des sciences de santé, le niveau est très bon, le niveau est bon, on peut le dire. Donc pour moi, si du jour au lendemain, il faille changer quelque chose, c'est que tous nos hôpitaux, tous nos dispensaires, toutes nos infirmeries aient du matériel pour permettre donc non seulement aux professionnels d'exercer dans de très bonnes conditions, mais aussi donner aussi un cadre décent pour les patients qui quittent leur maison et qui viennent dans nos formations sanitaires, non seulement pour ne pas contracter ce qu'on appelle dans notre jargon les germes nosocomiaux, mais aussi avoir un cadre de prise en charge adéquat, propre, assaini pour une bonne guérison. Merci beaucoup à vous, docteur. Et c'était très enrichissant d'entendre ça venant de votre part. Je vais venir donc à ma deuxième question. Comment voyez-vous donc l'accès aux soins de santé des populations rurales et défavorisées dans 10 ans, par exemple? Donc, dans un premier temps, je peux dire que le milieu rural aujourd'hui en Afrique est un environnement très difficile. Je vous donne deux éléments. Lorsque vous arrivez en Afrique, vous êtes en Europe, vous arrivez en Afrique, vous atterrissez dans certaines capitales comme Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou. Vous voyez même les feux tricolores qui se décomptent comme dans les rues de Hambourg, dans les rues de Paris. Et vous vous dites, ben voilà, c'est pas mal, les routes sont goudronnées, ça va. Mais il suffit d'aller dans l'arrière-pays, à 100 km donc, de ces capitales, que vous voyez l'environnement complètement dégradé. Complètement dégradé au point où dans certaines localités, dans certains villages, donc en zone rurale, les gens vivent encore comme si on était dans l'Antiquité. Aujourd'hui, pour moi, c'est de revoir ces problématiques-là. Pourquoi nos villages, pourquoi les zones rurales ne changent pas? Quel est le vrai problème? Les anthropologues vont peut-être nous élucider, les sociologues vont nous élucider, mais moi, je fais un constat que dans les villages, en zone rurale, vraiment, les conditions de vie sont très difficiles. Maintenant, lorsque ce décor est planté, il faut voir maintenant les conditions d'accès aux soins de santé. Une population pauvre qui utilise la roue et le coupe-coupe pour faire des champs, pour cultiver des surfaces, vous imaginez qu'on ne peut pas économiser autant d'argent pour non seulement scolariser les enfants, mais économiser pour rehausser le niveau de vie. Donc pour moi, c'est de travailler sur un levier, améliorer les filets sociaux de base pour que le niveau augmente. Et cela va avec les soins.
vous allez voir qu'il y a certaines zones, les infirmiers qui sont diplômés n'acceptent pas aller parce qu'il n'y a pas des structures attrayantes, le niveau de vie n'est pas de qualité, ils hésitent à aller. C'est comme c'est une punition lorsqu'on les envoie dans ces localités. Encore moins les médecins, pour ne même pas parler des spécialistes. Dans certaines localités en Afrique, les gens naissent, grandissent, meurent sans avoir la chance de voir un médecin spécialiste. Ça existe. Ce sont nos faiblesses sur lesquelles, pour nous, l'intervention de M-Afrique est salutaire et nous avons eu vraiment une adhésion autour de cette dynamique où nous avons créé un slogan carrément qui exprime la vision de notre organisation. C'est d'amener, c'est de rapprocher l'hôpital vers les populations où, en dépit du fait que ces paysans vivent dans des conditions difficiles, n'ont pas d'argent, n'ont pas d'infrastructures de qualité. Nous, étant des médecins, c'est que nous avons une flamme humanitaire en nous. Et cette flamme, nous ne devons pas l'éteindre. C'est de nous organiser pour organiser des caravanes mobiles, aller vers ces populations, dans leur communauté, leur dire, vous êtes nos parents, vous êtes nos frères, vous êtes nos soeurs, vous êtes nos mamans, vous avez droit aussi aux soins de santé de qualité. Et donc, c'est ce que nous avons entrepris depuis 2005, 6, 7, 2007 déjà. Nous avons initié ces caravanes et qui continuent. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu donc proposer cette approche de solution pour apporter une aide à nos parents qui vivent en zone rurale, qui n'ont pas la chance donc d'avoir des soins de santé de qualité. Ceci dit, nous sommes passés de l'action au plaidoyer. Le plaidoyer, c'est que déjà en 2019, c'est M-Afrique, notre organisation, Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique, qui a eu à organiser en décembre 2019, pour être précis, du 19 au 23 décembre, la première conférence internationale sur la problématique de l'accès aux soins de santé en zone rurale en Afrique, et c'était au Palais des Nations Unies à Genève, en Suisse, pour dire haut et fort que, écoutez, on ferme les yeux sur une situation assez difficile qu'est la situation de santé de nos populations en zone rurale. Donc voilà un peu, si nous nous projetons dans les 10 prochaines années, c'est de dire en sorte que nous allons continuer les plaidoyers, nous allons attirer l'attention des pouvoirs publics et pousser les pouvoirs publics, nos gouvernants, les ministères de tutelle, à savoir les ministères de santé et de l'accès universel aux soins, à accélérer le processus pour que, justement, dans les villages, qu'il y ait un mécanisme de couverture sanitaire afin que ces paysans qui n'ont pas déjà les moyens puissent avoir accès aux structures de santé qui ne sont pas souvent équipées, mais qui ne déboursent pas des moyens, de l'argent pour se faire prendre en charge. Donc, nous prenons un accompagnement, des soins gratuits aux populations rurales en Afrique. Voilà ce que nous envisageons, voilà ce que nous rêvons pour ces populations, pour que d'ici 10 ans, un paysan, où qu'il se trouve sur le continent, puisse avoir accès aux structures de santé sans débourser les moyens pour pouvoir avoir des soins de qualité. Docteur, je pense qu'à cette étape, nous ne pouvons que jeter des fleurs à l'organisation non gouvernementale EMS-Afrique. Merci. Et à tous ces médecins spécialistes qui donnent de jour en jour leur vie, voilà, pour des personnes qui ne font pas forcément partie de leur famille. Merci. L'ONG EMS-Afrique ou bien vous-même vous offrez des bourses d'études aux étudiants voulant poursuivre en médecine. Oui. Et maintenant, la prochaine question vient en ce sens. J'aimerais donc savoir si vous pensez qu'un jour, il pourrait avoir un mécanisme aussi pour les autres filières qui, eux aussi, sont dans comment on peut le dire, l'engagement vers le développement du pays. Et cette question, il faut la remettre dans le contexte donc, des clubs santé que nous avons créés dans tous les collèges et lycées du Togo. Donc c'est vraiment un projet, c'est d'ailleurs même un programme parce qu'il s'étend sur 10 ans et c'est un programme d'excellence et d'émulation en milieu scolaire. C'est le deuxième secteur d'intervention de EMS-Afrique, de notre organisation. Le premier secteur étant la santé, avec l'approche innovante d'amener l'hôpital vers les populations rurales. Mais ici, pour le côté éducatif, le secteur éducatif, nous avons voulu marquer aussi une rupture dans la manière dont le système est conçu aujourd'hui avec le recul que nous avons. Et le système, c'est d'amener les jeunes apprenants qui sont déjà
collège et au lycée de s'intéresser aux questions de santé à travers donc leur engagement dans les clubs santé qui sont des clubs conçus pour promouvoir non seulement l'excellence, mais l'émulation. L'excellence en termes donc de responsabilisation très tôt des jeunes. Donc c'est eux qui se prennent en charge, c'est eux qui vont piloter les projets. Ce sont ces jeunes qui vont s'appuyer donc sur les outils que nous mettrons à leur disposition pour mieux améliorer leurs connaissances sur les questions de santé publique. L'une des composantes, c'est l'octroi des bourses aux meilleurs élèves qui vont respecter un certain nombre de critères. Donc, les critères, je vais énumérer rapidement trois. Les trois critères forts, c'est qu'il faut adhérer à un club santé de votre établissement. Que ce soit au collège ou au lycée, il faut adhérer, il faut être membre. Et selon le nombre d'années d'engagement dans le club, cela est noté, cela est inscrit pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Donc, nous exhortons déjà tous les élèves qui aimeraient bénéficier donc de ces bourses d'excellence, qui adhèrent donc, et travaillent au niveau de ces clubs. Secondo, c'est qu'une fois le bac obtenu, il faut s'intéresser à une filière de santé. Ça revient un peu sur votre question, je vais expliquer tout de suite. Il faut s'intéresser à une filière de santé, c'est soit la faculté de médecine, ou bien si vous voulez devenir infirmier ou sage-femme, vous pouvez postuler. Donc, pour le moment, nous partons sur le principe que, comme ce sont les clubs santé, nous allons donner l'opportunité à ceux qui veulent faire donc une formation estudiantine sur des questions de santé de pouvoir bénéficier donc de ces bourses. C'est le deuxième critère majeur. Et le troisième, c'est de s'engager à servir le pays. C'est-à-dire, tous ceux qui vont bénéficier donc de ces bourses ne doivent pas, une fois formés, quitter l'Afrique pour aller travailler en Europe. C'est un engagement. Pourquoi? Parce que nous disons, dans un élan de solidarité, nous, au niveau de EMS Afrique, nous voulons amener les jeunes à avoir confiance en eux, à se dire que on peut vivre en Afrique comme nous et aider nos frères africains à rehausser le niveau de système de santé en Afrique. Je parlais tout de suite des déserts médicaux où les ressources humaines dans les zones rurales ne sont pas du tout de qualité. Mais c'est nous qui devons aller combler ce gap. Et si nous ne nous engageons pas dans un élan de solidarité, les gens ne trouveront pas du tout un intérêt à aller dans ces localités pour travailler. Donc, on donne des boursettes, mais il y a des critères. Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que EMS Afrique seul peut donner les bourses à tous les étudiants? Non. C'est ici l'occasion d'appeler aussi les autres organisations pour se joindre à nous, pour qu'on puisse voir comment élargir donc, le mécanisme d'octroi de bourses pour ceux qui veulent travailler aussi dans d'autres secteurs qui sont complémentaires, d'autant plus que les questions de santé sont très transversales. Et c'est d'ailleurs ici l'intérêt de faire cette nuance. La santé va au-delà donc de la médecine. Donc les sociologues interviennent, les anthropologues interviennent, les psychologues interviennent. Donc ces autres corps de métier, les économistes de la santé aussi, ils interviennent. Il suffit seulement les déterminants de la santé. Vous voyez que même les questions d'habitat s'invitent dans les questions de santé. L'exemple même pour clore cette question, lors de la COVID-19, vous avez vu sur les médias les comités interministériels qu'on a mis en place entre 14 et 15 ministères. Donc la santé étant transversale, je pense que votre question est très bienvenue. Il faut quitter aussi le cadre de la médecine, qu'on colle trop à la santé, parce que la santé est transversale et nous pensons que les autres organisations vont nous accompagner, vont nous appuyer pour qu'ensemble, nous puissions donc nous ouvrir à d'autres corps de métier. Nous l'avons fait avec M-Afrique. Au départ, c'était une organisation des professionnels de santé. Il fallait être infirmier, sage-femme ou médecin pour intégrer M-Afrique. Nous avons 10 ans, de 2005 à 2015. Au congrès de 2015, nous l'avons ouvert donc à d'autres corps de métier. Pour l'instant, c'est un nouveau mécanisme que nous amenons. Nous voulons vraiment maîtriser ces aspects pour que, après 5 ans, 10 ans, ayant maîtrisé les contours de mise en œuvre, nous puissions donc l'élargir donc à d'autres secteurs de formation dont vous avez mentionné dans votre question. Merci beaucoup, docteur. Je pense que ce sera donc assez clair pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Ouais. Maintenant, pour quitter cette question et venir à la quatrième,
Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes se cherchent. Beaucoup de jeunes sont porteurs de projets, mais par faute de moyens de financement et de moyens techniques, ils abandonnent vite ces projets. Oui. Du coup, la question serait de savoir si vous pensez qu'un mécanisme pour le financement des jeunes pourrait être créé aussi ici, ou bien s'il y en a déjà, mais que les jeunes ne sont pas conscients ou bien ne les connaissent pas, voilà, s'il y en a pour que les jeunes fassent ce qu'ils veulent. Alors, c'est une bonne question. Les questions de financement, je vais prendre le volet appui du gouvernement pour faire une chute sur l'organisation. Déjà, au niveau du Togo, où je maîtrise un peu, on ne va pas parler de l'Europe, il y a d'autres mécanismes là-bas. Au niveau du Togo, il y a des institutions que l'État a mises en place. Je pense par exemple le FAEJ, c'est le Fonds d'aide aux initiatives des jeunes. Donc, ça veut dire simplement qu'il faut améliorer la communication pour que tous les jeunes porteurs donc de projets, même s'ils sont au lycée, s'ils sont capables de mettre en place des projets qui sont bancables, finançables, ils peuvent soumettre. On n'a pas dit, voilà, finissez les études d'abord. On dit, tu es jeune, tu peux apporter un projet. Maintenant, c'est de s'organiser pour que cela n'empiète pas donc, sur les résultats scolaires. Au niveau de l'État, il y a ces mécanismes qui sont là pour accompagner donc la jeunesse togolaise. Et c'est un peu partout, c'est la dynamique quand même dans les pays d'Afrique aujourd'hui, parce que lorsqu'on voit un peu tout ce qu'on peut puiser de la dividende démographique de l'Afrique, il faut anticiper, il faut proposer des solutions pour que la jeunesse puisse tout de suite apprendre à être de grands entrepreneurs. Parce que l'État ne pouvant pas absorber tous les diplômés, il faut déjà mettre des outils, même au cours des formations dans nos établissements. Il faut donner des notions sur l'entrepreneuriat aux jeunes très tôt. Parler du plan projet, qu'est-ce qu'un projet, c'est quoi le cycle projet, pour que les gens comprennent que même si vous êtes un mécanicien, c'est un projet, vous travaillez, vous devez savoir comment gérer les ressources, comment planifier. Donc, moi, le financement, oui, mais c'est le renforcement des capacités, donner les outils aux jeunes très tôt sur ces notions de gestion, sur ces notions d'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent voir s'ils sont appelés à être de grands entrepreneurs ou bien c'est parce qu'ils voient des entrepreneurs en ville qui veulent devenir riches. Non, on ne va pas déserter tous l'administration pour faire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi, c'est une vocation de pouvoir fructifier, recruter des gens, les payer décemment pour pouvoir donc construire une nation qui se repose donc sur des valeurs sociales où on fait le business, mais on voit le côté, la dimension humaine et la qualité du travail qu'on propose donc à ses concitoyens. Pour revenir sur M-Afrique, aujourd'hui nous avons un programme, mais il est orienté vers le microcrédit. Mais ce sont des femmes que nous accompagnons, des femmes qui sont sorties donc du système éducatif, qui veulent entreprendre, qui sont soutenues donc par le projet Sinam Honam. Sinam Honam que nous avons lancé il y a de cela 2 ans, où il y a environ 30 000 femmes qui bénéficient donc du soutien de notre organisation pour pouvoir faire le commerce et subvenir donc à leurs besoins. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, pour finir, j'aimerais savoir s'il y a eu une expérience de vie qui vous a transformé durant toutes ces années. Une expérience de vie, c'est-à-dire? C'est-à-dire, y a-t-il eu quelque chose ou bien, comment je peux l'appeler ça, je pourrais dire quelque chose qui vous est arrivé ou bien quelque chose que vous avez vécu qui vous a transformé, qui a encore noué votre engagement envers la société aujourd'hui? Par rapport à mon engagement social. Oui. Pourquoi le docteur Kodom s'intéresse aux jeunes, pourquoi il s'intéresse aux actions humanitaires, pourquoi il s'intéresse aux actions sociales. Oui. C'est un peu ça. Oui. Parce que j'aime toujours qu'on ait une bonne compréhension des questions pour que justement nos téléspectateurs puissent appréhender les éléments de réponse que j'apporte pour que on ne les laisse pas un peu dans le doute ou bien sur leur soif. C'est bien ça. Oui. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir concrètement? Bon, qu'est-ce qui est derrière votre tête? Bon, comme je vous l'ai dit, je croyais que c'était assez clair, mais je pense que de mon côté, c'est que j'aimerais savoir s'il y a
quelque chose qui vous est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des expériences qui changent les hommes. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et nous ne percevons plus la vie telle qu'elle était avant. Parfaitement. C'est bon. Voilà. J'ai compris. Je voulais voir au-delà de la question, qu'est-ce que vous avez dans la tête qui n'était pas ressorti? Vous êtes resté constant et je vais essayer de donner les éléments de réponse. Pour moi, c'est que j'ai été marqué par un fait. C'était en 2004. C'était en 2004, lors de nos stages de responsabilité. Vous savez, lorsqu'on est en 7e année de médecine, il y a de cela 3 ans avant donc, notre promotion, c'était en 2005, nous avons bénéficié donc d'un accompagnement de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui donnait donc des bourses de 3 mois, un accompagnement de 3 mois pour permettre aux étudiants en médecine de faire une expérience, ce qu'on appelait les stages ruraux, c'est-à-dire les stages ruraux, pour donner l'opportunité aux étudiants qui quelquefois naissent à Lomé, grandissent, commencent par faire les études médicales, la médecine, vont finir sans avoir la chance de voyager et d'aller à l'arrière-pays, voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Je parlais tantôt des questions de la vulnérabilité donc, des populations rurales. Donc les gens naissent, ils ne savent même pas que dans les villages, voilà les situations. Donc en 3 mois, l'OMS disait non, on ne peut pas former un médecin africain aujourd'hui sans lui donner l'opportunité d'aller découvrir le milieu rural. Donc c'est pour ça que moi je salue ici cette initiative de donner l'opportunité aux jeunes médecins de se dire, écoutez, c'est bon de chercher de l'argent dans les grandes villes parce qu'il y a plus d'opportunités, mais nos parents qui sont dans les villages, qui vivent dans des conditions difficiles, quelquefois qui cultivent avec des moyens rudimentaires pour nous nourrir dans les grandes villes, faire des champs d'igname, de maïs, tout ça pour nous nourrir dans les grandes villes, nous devons trouver des mécanismes pour leur rendre l'ascenseur. Ceci dit, pour moi, je partais sans maîtriser tous ces éléments dans leur globalité. Je connais un peu le milieu rural, on était encore jeunes, moi, mes grands-parents étaient des paysans. Ils vivaient au sud du Togo, dans la préfecture d'Agou, dans la région des plateaux ouest précisément, où c'était des agriculteurs, mais de grands agriculteurs, des champs de cacao et des champs des champs de fruits, tout ça. Il y avait beaucoup de choses et nous allions donc à vacances. Je connais un peu les conditions de vie des populations, mais lorsque vous allez pour 2 semaines, 3 semaines, vous ne tombez pas malade, vous n'avez pas l'occasion d'aller dans les dispensaires pour voir. Et donc, il y a certaines choses qui nous échappent. Et donc, moi, j'ai eu à faire ces stages ruraux. C'était au centre du pays, précisément dans la préfecture de Tchaoudjo, au CHR de Sokodé, où, au cours donc d'une consultation, un patient, un septuagénaire, est venu en consultation avec des troubles mictionnels. Les troubles mictionnels, c'est qu'il y avait donc des difficultés à uriner. C'était des mictions impérieuses, une polachéurie, c'est-à-dire une fréquence élevée d'émission des urines. C'est une zone qui est musulmane. Et donc, vous voyez, chez les musulmans, il faut faire l'ablution, il faut être toujours propre. Après les besoins, il faut donc se mettre en bonne condition. Et donc, pour ce vieillard, c'est trop dit, 70 ans, c'est pas trop. Il fallait quand même s'inquiéter. Et il s'inquiétait parce que au cours d'une seule nuit, il peut se lever 4, 5, 6 fois pour donc émettre les urines, uriner, aller se coucher. Chaque fois, il faut faire donc les ablutions. Il est venu. Moi, j'étais donc le tout jeune médecin, tout jeune interne dans le service. Et puis, je l'ai reçu en consultation. Il m'a expliqué son problème. Je l'ai rassuré, je lui ai dit, ah papa, vous savez, je pense à telle maladie, j'aimerais vous faire un examen complet pour apprécier votre organe, un organe qu'on appelle la prostate. Donc j'ai besoin de vous mettre dans une position particulière. C'est une position franchement qui est un peu désagréable, mais c'est la seule manière de pouvoir vous examiner. Et donc, je devais explorer sa prostate. Je l'ai mise à l'aise, il s'est déshabillé et j'ai mis mon doigtier, les gants, tout ça, et puis je l'ai fait un toucher rectal pour apprécier l'état, le contour de la prostate, parce que pour moi, j'avais déjà des connaissances sur le papier, sachant que les causes, les étiologies de ces polachéuries, généralement chez des personnes âgées, c'est l'augmentation de la prostate. Mais il faut
étayer la démarche. Il fallait suivre une démarche diagnostique, poser le diagnostic. Donc, je l'ai examiné, je l'ai mis très bien à l'aise. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est ça qui a été le déclic. Ce vieillard, lorsque je l'ai examiné, je l'ai remis en confiance devant moi, dans son siège. Il me regardait tout droit dans les yeux et il a émis un cri. Il dit ha, 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 ha. Ah, là, moi, j'avais eu un peu peur. Il dit ha, 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 ha. J'ai dit, mais oh, le vieux veut pleurer ou quoi? Et il me dit abalo, abalo. Il me dit abalo. Abalo, dans leur langue, ça veut dire tu es un homme. Tu es un homme. Et j'ai dit, ah, papa, il y a quoi que non, depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'un médecin l'a mis en confiance et l'a fait un tel examen. Il dit, ah, et là j'ai dit, mais tiens. Et pourtant, nous, au cours de nos formations, on nous a dit, un bon examen clinique finit toujours par un toucher rectal. Oui, le disait mon professeur Amar, à la faculté mixte de médecine, de pharmacie de Bamako, au Mali, que je salue au passage. Un bon examen clinique se termine par un toucher rectal. Et donc, lorsqu'il m'a dit cela, j'ai dit, attention, il y a quelque chose. Avouez que c'est la première fois qu'un médecin le met en confiance, lui expliquer les étapes, ce qu'il recherche, lui poser vraiment la problématique de cet examen. Pour moi, c'était normal, mon geste, mais lui, c'était un événement. Et lorsqu'il m'a dit, j'ai dit non, papa, c'est rien, je l'ai rassuré. Et il est parti. Le lendemain, il revient, il cherche à me voir, l'infirmier vient l'annoncer, il me ramène donc un coq en guise de remerciement. Il dit non, que hier il est venu, il est rentré, il a réfléchi, il est revenu avec un présent, un coq pour m'offrir et il m'a béni à sa manière. J'étais très ému et je lui ai promis qu'il sera opéré parce qu'effectivement, c'est l'augmentation de cette prostate qui comprime la vessie, qui réduit donc le volume de la vessie en termes de résidus mictionnels. Donc, il ne vide pas totalement sa vessie. Et donc, lorsque l'urine se reconstitue, il a l'envie impérieuse d'aller faire les toilettes. Donc, il fallait donc réduire cette prostate par une opération. Nous l'avons accompagné, on l'a opéré avec succès et j'ai dit à mes camarades, nous devons changer notre manière d'exercer notre pratique médicale. Nous devons donner la chance aussi aux paysans d'avoir des soins de qualité. Nous ne pouvons pas être de jeunes médecins et oublier l'arrière-pays. Ce vieillard, ce monsieur a droit aussi aux soins de santé de qualité et cela passe par notre engagement, cela passe par notre volonté aussi d'être à l'écoute de ces personnes qui vivent en zone rurale. Tel était le déclic et on a commencé par réfléchir pour créer donc cette organisation qui est EMS Afrique pour donner l'opportunité aux paysans en zone rurale d'avoir aussi la chance de rencontrer des médecins africains que nous sommes. Donc voilà un peu ce que je peux dire qui a été le déclic et vous allez voir toutes les activités que nous menons gravides autour de EMS Afrique avec cette vision dans un élan de solidarité d'apporter une réponse significative donc à la problématique sociétale dans laquelle qui nous mine au quotidien pour pouvoir apporter une réponse en tant qu'intellectuel africain. Merci beaucoup, docteur. Et je pense que ce sera tout pour moi. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu. L'émission, elle est faite pour vous. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci aussi de vous être rendu disponible et surtout d'avoir voulu participer à cette nouvelle émission qui est diffusée sur SOS Docteur TV. C'est votre chaîne. Vous êtes jeune pour nous. C'est vous donner un tremplin, une opportunité aussi d'échanger pour vous dire encore une fois que l'avenir, c'est vous. Vous devez le comprendre, l'assumer pour que nous puissions espérer une Afrique prospère, une Afrique dirigée par des jeunes qui ont été responsables très tôt, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui veulent construire, qui veulent bâtir pour les générations futures. Merci encore une fois de votre fidélité. C'était votre émission La Chair Rouge. L'invité aujourd'hui, c'était M. Pindra Abdul Jabbar, élève en classe de terminale à NDA. C'est un institut qui est à Lomé. Merci d'avoir accepté, participer à cette émission. Vous êtes parmi les tout nouveaux à être invités. Merci, c'était très bien. Et le rendez-vous est pris, même heure, toujours avec le même plaisir. C'était Dr Kodom
sur SOS Docteur TV dans votre émission La chaise rouge.